Merci de participer à ce second Facebook Live de La République En Marche. Cette semaine, le Brexit est de nouveau au cœur de l'actualité européenne. Du coup, nous sommes ravis de recevoir Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là avec nous et avec les internautes. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, la semaine dernière, un accord a été trouvé sur le Brexit. Est-ce que c'est un bon accord selon vous ? Alors, c'est un bon accord parce que c'est un accord qui a été, vous avez vu, longuement discuté. Et au fond, il permet à la fois d'apporter des garanties au Royaume-Uni et de respecter les lignes rouges européennes. Les lignes rouges que l'Union européenne a fixées il y a 3 ans, c'est 3 choses. La première, c'est de s'assurer qu'on conserve la paix en Irlande pendant des décennies. On le sait, l'Irlande du Nord et l'Irlande, les communautés, à la fois protestantes et catholiques, se sont fait la guerre, ou en tout cas ont fait des œuvres extrêmement violentes l'une vis-à-vis de l'autre. Donc la paix en Irlande, c'était la priorité, et pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Et donc le nouvel accord permet de garantir ça. Deuxième condition qu'on avait fixée, c'était de nous assurer que le marché intérieur est protégé. Alors si on parle simplement, ça veut dire que nous, en France, il ne faut pas que nous arrivent via l'Irlande des produits qui viennent du monde entier ou qui viennent du Royaume-Uni ou d'ailleurs et qui ne respectent pas nos normes. Ça veut dire qu'on ne veut pas d'antibiotiques dans le lait, ça veut dire qu'on veut que la viande qu'on mange soit de bonne qualité, ça veut dire qu'on veut que la protection des données, par exemple, soit assurée. Bref, on ne veut pas qu'il y ait de concurrence déloyale, à la fois pour nos entreprises et puis pour nous, consommateurs, qu'on n'ait pas de problème de sécurité. Donc il faut qu'à un moment donné, on fasse des contrôles, quelque part, pour nous assurer que ce qui arrive chez nous dans le marché intérieur européen, ça respecte nos normes. Et puis la troisième condition qu'on a posée, c'est qu'on voulait que la relation future, parce que le Royaume-Uni est toujours à 50 km de la France et ça ne bougera pas, la relation future qu'on aura entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, que ce soit une relation équilibrée, loyale, qu'on n'ait pas un paradis fiscal à nos portes, que les normes sociales, fiscales, environnementales, protection des données et des autres, soient respectées. Et donc l'accord qui a été trouvé, il est différent de celui de Theresa May. C'est un accord qui pose d'autres équilibres, qui est techniquement différent sur là où on fait les contrôles, où est-ce qu'on met la frontière en fait, à la fois douanière et réglementaire entre le Royaume-Uni et l'Europe. Mais c'est un bon accord parce qu'il respecte les 3 principes qu'on a posés. Et les Britanniques, par la voix de Boris Johnson, trouvaient ça aussi intéressant. Maintenant, il faut le ratifier et c'est là que les choses se compliquent un peu. Du coup, les parlementaires anglais ont repoussé le vote de cet accord. Qu'est-ce qui est le plus risqué selon vous, un no deal ou une période d'indécision infinie ? Alors c'est une question très difficile parce que l'un et l'autre, à la fois le no deal et l'incertitude, c'est très mauvais. Le no deal, c'est vraiment difficile parce que c'est un moment, j'insiste vraiment, c'est un moment, c'est pas quelque chose qui va durer, mais c'est un moment où il y a un vide juridique. C'est-à-dire que tout ce qui encadrait nos relations tombe. Et donc il faut repartir, pas de zéro, parce que tous les pays ont un cadre minimal, ils ont l'OMC, ils ont les grands traités onusiens pour parler entre eux, mais il faut tout reconstruire, que ce soit économiquement, mais aussi culturellement, les échanges des universités, comment on coopère dans le milieu de la défense, comment on coopère pour la sécurité, la lutte contre le terrorisme, comment les étudiants, les voyages scolaires s'organisent, pour la santé, bref, il faut tout reconstruire. Ça, c'est le no deal. Et c'est difficile parce que c'est une rupture, et après, il faut tout reconstruire. L'incertitude, c'est ce qu'on vit actuellement, pour moi, je pense qu'elle est parfois même pire que ce no deal. C'est un poison lent, c'est un poison qui mine et qui angoisse des millions de familles. On rappelle qu'il y a 3 millions d'Européens qui vivent et qui travaillent au Royaume-Uni. Il y a 600 000 Britanniques qui vivent aussi ou passent du temps en France, 250 000 qui y vivent de manière permanente, il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup d'échanges, énormément de touristes. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent venir? Comment ils viennent? Comment ça se passe pour eux? Donc il y a la vie des personnes. Et ensuite, il y a les entreprises. Et les entreprises, ça fait 3 ans qu'elles se demandent qu'est-ce qui va se passer après? Comment je vais exporter? Est-ce que je peux créer des emplois? Est-ce que je développe des usines? Où? Et donc cette incertitude, on le voit, ça a déjà des conséquences sur la croissance économique en Europe. Ça se voit notamment très fortement en Allemagne. Ça a des conséquences sur l'état d'esprit des Européens, des Français qui habitent à Londres. Il y en a peut-être qui nous regardent aujourd'hui. Moi, je les rassurer sur le fait qu'effectivement, on veut protéger leurs droits. Mais plus il y a d'incertitude, plus ça mine le moral, et le moral à la fois économique et le moral personnel. Et donc c'est pour ça que depuis le mois d'avril, le président de la République, et donc la France, par les voies diplomatiques en Europe, disent qu'il nous faut des échéances claires. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait cette échéance du 31 octobre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains vont nous demander du temps, de l'extension. Nous, on dit il faut que les choses soient claires. On peut avoir un peu plus de temps, techniquement, bien sûr. On ne va pas dire non à des choses qui seraient en train de se passer. S'il y a une ratification qui se produit et qui avance, très bien,
quelques jours en plus, c'est possible, mais on ne va pas donner du temps sous n'importe quelle condition, il nous faut des justifications. Si des élections s'annoncent, on y réfléchira. Si un deuxième référendum s'annonce, on y réfléchira. Mais il faut qu'on ait une justification parce qu'il faut qu'on tienne des échéances serrées, pas parce qu'on est les plus durs à la bande, pas parce qu'on a envie d'en finir et qu'on va faire voilà, le Brexit coûte que coûte, mais parce que pour les personnes, pour les familles, pour les entreprises, il faut qu'on clarifie les choses et que, j'allais dire, les uns et les autres puissent continuer à avoir des projets et avoir un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer après. Du coup, vous l'avez un petit peu esquissé, mais donc, si le Royaume-Uni va voter cet accord de la semaine dernière, est-ce que vous pouvez nous donner encore plus d'exemples concrets de ce qui va changer pour les Français? Alors, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que l'accord, c'est un accord de divorce, c'est un accord de retrait. Il organise le moment où le Royaume-Uni sort des instances politiques de l'Union européenne. C'est ça que ça organise. Ensuite, cet accord, il permet que ce retrait se fasse de manière ordonnée. Et faire les choses de manière ordonnée, c'est avoir une période de transition. Et donc, si l'accord est ratifié, le lendemain, ou le jour où on décidera qu'il s'applique, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne, c'est-à-dire que les ministres ne viendront plus à Bruxelles, ça veut dire qu'un certain nombre de choses vont s'arrêter, mais que pour les citoyens, pour les entreprises, il y a une période, au moins jusqu'en décembre 2020, peut-être décembre 2021, si on a besoin d'un peu plus de temps, mais au moins jusqu'en décembre 2020, dans la vie quotidienne, rien ne change. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'à la fois on va dire que le Brexit s'est produit, mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'on a été en responsabilité extrêmement attaché que ce qui se passera dans la relation future, je pense par exemple aux pêcheurs, les nouvelles règles de pêche, de quotas. On veut que les pêcheurs puissent continuer à pêcher dans les eaux britanniques. Bon, eh bien, il faudra qu'on trouve un accord, il s'appliquera après la période de transition. Pour les échanges Erasmus, on a envie que les étudiants puissent continuer à se connaître, ça s'appliquera après la période de transition. On veut que les chercheurs puissent chercher ensemble, ça s'appliquera selon des modalités qui sont définies après la période de transition. Donc, si l'accord est ratifié, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne tous bien, le moment où les choses changeront, ben c'est après la période de transition. Donc ce n'est pas le lendemain, c'est au plus tôt, au 1er janvier 2021, où on aura défini voilà, comment économiquement, culturellement, les universités, la recherche, les échanges scolaires, la santé, comment on travaille ensemble après. Mais justement, on s'est donné du temps pour que ce ne soit pas une rupture et que donc chacun puisse aussi prendre ses dispositions si les règles changent, j'espère, à la marge. Mais ça changera forcément, parce que ça ne peut pas être exactement pareil si on est dans l'Union européenne ou si on n'y est pas. Vous avez parlé un peu de l'Irlande, justement sur la fiscalité, les échanges commerciaux. Quels sont les points prioritaires pour vous à sécuriser? Nous, ce qu'on voulait déjà, c'est nous assurer qu'il n'y ait pas de contrôle physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Ça, je me suis rendue sur la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande avec mon homologue irlandaise. C'est un endroit incroyable. Il y a 280 routes qui traversent. C'est des zones de champs, c'est des zones très rurales. En fait, la frontière, elle a été supprimée il y a maintenant plus de 20 ans. C'est très très compliqué d'imaginer remettre une frontière. Et surtout, les deux communautés qui vivent ensemble maintenant de manière pacifique ont acté qu'elles ne voulaient pas de frontière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les normes sanitaires. Vous savez que quand on est sur des îles, notamment, les animaux vivants, donc les vaches, les élevages, peuvent être amenés à avoir des maladies. Et donc, il est extrêmement important qu'on garde les mêmes normes sanitaires de part et d'autre de la frontière, notamment pour tout ce qui est la production animale, les produits frais, les produits laitiers. Et donc ça, on a sécurisé ça aussi. Et puis, dernier point, on a dit, il ne faut pas qu'on organise de la contrebande à grande échelle. Il ne faut pas que, parce que ça arrive en Irlande du Nord, et bien ensuite ça se retrouve en Irlande, et donc ensuite, le lendemain, sans aucun contrôle, à Paris, en Slovaquie ou en Roumanie, avec des produits qui, justement, ne respecteraient pas à la fois les conditions de production qu'on veut en France et puis les normes. Et donc, en fait, il y aura des contrôles à l'entrée de l'île de l'Irlande. Sur tout ce qui arrive sur l'île irlandaise, eh bien, il y aura des contrôles pour s'assurer que c'est aux normes européennes, si ça va en Europe. Si ça va en Irlande du Nord uniquement, les choses se passeront comme au Royaume-Uni, mais si ça va ensuite via l'Irlande, dans le reste de l'Europe ou en Irlande tout court, c'est un pays de l'Union européenne qui a le droit d'avoir les mêmes protections que tous les citoyens européens, eh bien, il y aura autour de l'île d'Irlande des contrôles très stricts, et donc y compris pour ce qui arrivera en Irlande du Nord. Dans le futur, avec ce Brexit potentiellement qui arrive, comment est-ce qu'on peut protéger l'économie européenne et comment est-ce que vous travaillez avec les autres États membres? Alors, il y a la protection de court terme et la protection de long terme. La protection de court terme, c'est on a mis en place tout un plan de contingence, que ce soit pour les pêcheurs, les agriculteurs, les industriels, les PME, aussi pour aider les ports. Vous savez qu'à Calais, à Boulogne, à l'entrée du tunnel sous la Manche, il y a eu des énormes infrastructures qui ont été construites pour pouvoir faire des contrôles
qui ne vont pas s'appliquer demain si on ratifie l'accord, mais qui pourraient être nécessaires après la période de transition, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on a déjà beaucoup investi et on a préparé une petite somme d'argent, qui n'est pas petite en fait, qui est même une assez grosse somme d'argent, pour aider les pays, les régions, les secteurs, les acteurs qui pourraient être impactés si jamais il y avait un no deal et qui serait le choc, la rupture qui pourrait les amener à connaître des difficultés. Donc ça, c'est à court terme. Et ça, on y a travaillé tous ensemble avec les pays européens. Alors forcément, il y a des pays qui sont plus exposés. Quand vous êtes la France, la Belgique, les Pays-Bas, vous êtes en proximité avec le Royaume-Uni. Donc les conséquences se font plus sentir. Maintenant, il faut savoir que un quart à un tiers de ce qui passe sous le tunnel sous la Manche, c'est allemand. Ça paraît plus loin, mais vous voyez, industriellement, il peut y avoir des graves conséquences. Après, il y a des pays qui sont beaucoup plus loin, mais qui ont été très solidaires, parce qu'ils n'ont pas forcément d'impact direct. Je ne pense pas à des pays plus, vous voyez, du sud de l'Europe ou de l'est de l'Europe. Ils n'ont pas forcément les mêmes liens que nous au quotidien, mais on a travaillé ensemble et on a vraiment joué notre unité à 27. Et puis ensuite, il y a la relation de long terme, qui est comment on crée une relation équilibrée. Comment on ne crée pas un paradis fiscal à nos portes. Comment on n'a pas une concurrence si on fait un accord de libre-échange. Il faut qu'on respecte mutuellement une forme d'équilibre et que, bien sûr, nous, Européens, on puisse exporter au Royaume-Uni, mais que quand on importe du Royaume-Uni, ça respecte, au fond, notre façon à nous de concevoir le monde. Et là aussi, on a eu une solidarité très forte entre les 27. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus de pays, même qui sont plus loin, qui ont bien compris qu'il fallait que des normes s'appliquent dans nos accords de libre-échange. Et là aussi, ça n'a pas été très difficile de tenir l'unité des 27. Je crois qu'on a tous bien compris qu'il y a bien sûr les accords de court terme, mais qu'à long terme, il allait falloir qu'on ait une relation équilibrée avec le Royaume-Uni, dans l'intérêt et des Européens et des Britanniques. Pour résumer, du coup, avant de passer aux questions des internautes, quelles sont les prochaines échéances dans les semaines ou mois arrivent concernant le Brexit ? Au fond, nous, les Français, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que dans les 10 prochains jours, au fond, il faut qu'il se passe deux choses. Soit le Parlement poursuit sa ratification du texte qu'il a commencé hier. Il y a eu un vote positif hier. C'était la première fois depuis longtemps qu'il y avait un vote positif. Donc, ils se sont mis d'accord sur les objectifs du texte. Au fond, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il y avait un deal. Maintenant, soit le texte se poursuit, il est ratifié. S'il faut quelques jours de plus, je pense que l'Europe, techniquement, dira vous avez commencé à ratifier, on ne va pas vous arrêter en chemin le 31 octobre, finissez ce travail-là. Ça, c'est un premier scénario. L'autre scénario, c'est si ça ne reprend pas, nous, en France, on dit depuis des mois et des mois, il faut qu'il y ait une clarification démocratique. On ne peut pas avoir le peuple britannique qui nous dit il y a 3 ans, on veut sortir de l'Union européenne, des gouvernements qui essaient de trouver des accords pour mettre en œuvre cela, et un Parlement qui dit systématiquement non. Ça veut donc dire que soit il y a un référendum, soit des élections, mais ça, il faut qu'on le sache très vite, parce que il faut qu'on soit clair sur si on n'arrive pas à sortir de l'impasse dans laquelle on est, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les étapes, et c'est aux Britanniques de nous dire, mais nous, côté français, et c'est partagé en Europe, on ne peut pas se lancer à nouveau dans une période d'incertitude et d'inconnu. Il nous faut une ratification qui se poursuit et qui se termine, ou une clarification démocratique annoncée, un référendum ou des élections. C'est la base sur laquelle je pense qu'on a bien compris entre Européens qu'il fallait qu'on travaille avec des échéances claires, un calendrier serré, dans l'intérêt et des Britanniques et des Européens. L'incertitude, c'est le pire. On a sélectionné 4 questions de nos marcheurs. Donc la première, c'est la France va-t-elle refuser le délai supplémentaire demandé par le Royaume-Uni ? Je viens d'y répondre. Notre position, ce n'est pas une position dogmatique, ce n'est pas oui ou non, mais il peut y avoir un peu plus de temps, mais il faut qu'il y ait des justifications. Ce n'est pas du temps pour rien, ce n'est pas du temps pour dire que le temps tout seul résoudra la complexité du sujet. On voit bien ce qui, aujourd'hui, ce n'est pas le temps qui est le sujet, c'est au fond la décision politique extrêmement importante que les Britanniques doivent prendre. Si on résume, aujourd'hui, le pays est coupé en 3. Il y a des gens qui veulent sortir coûte que coûte, dans n'importe quelles conditions. Il y a des gens qui veulent rester coûte que coûte dans l'Union européenne, c'est des pro-européens, et je leur parle aussi ici. Ils ont envie de travailler avec les Européens, et nous, on a envie de continuer à avoir une relation future. Donc, il ne faut pas qu'on les désespère, mais il y a cette partie-là du pays. Et puis, il y a un troisième bloc, qui sont des gens qui, au fond, ne savent pas. C'est difficile, ça a beaucoup de conséquences. Pour des raisons parfois politiques internes, ils ont du mal à prendre une décision. Je pense que pour que tout ce monde-là se réaligne, il nous faut des échéances courtes. Et donc, je vous ai dit, on ne va pas dire non en bloc, on ne va pas non plus dire oui sans justification. Il faut que les Britanniques nous disent pourquoi ils veulent du temps. On ne peut pas étendre à l'infini la situation, mais pourquoi faire ? Si on nous explique pourquoi faire, on pourrait réfléchir. Mais il y en a qui se demandent aussi, est-ce qu'on peut se contenter d'un Brexit sans accord finalement un peu bancal ? Le Brexit sans accord,
c'est quand même, ça serait étrange de le provoquer nous-mêmes, j'allais dire, alors qu'on a posé un accord sur la table qui, on le pense, répond à beaucoup des questions qui ont été, au fond, la source du blocage depuis 2 ans. Quand Theresa May a présenté son accord, il y a eu beaucoup de monde qui nous ont dit beaucoup de choses. On a pris en compte ces points, on y a travaillé, on a un nouvel accord, et on pense qu'il faut quand même que cet accord il puisse, à un moment donné, recevoir un oui ou un non. Ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que, pour l'instant, personne n'a dit ni oui vraiment, ni non vraiment cet accord. Donc, avant de pousser, j'allais dire, les choses au no deal, il faut quand même qu'on se donne une chance de savoir si c'est oui ou si c'est non. Si cette clarification n'arrive pas, alors il faudra se poser des questions. Mais moi, ce que je veux d'abord, c'est que les Britanniques puissent nous dire c'est oui ou c'est non. Si c'est oui, eh ben, il faut qu'ils puissent le ratifier. Dans ce cas-là, eh ben, il faut qu'ils aient les quelques jours de plus, si nécessaire, pour le faire. S'ils peuvent le faire plus vite, je pense que tout le monde sera content. Vous avez parlé un peu donc, de la fracture un peu du peuple britannique. Est-ce que ce serait possible un nouveau référendum ou pas? Tout est possible. Mais je voudrais revenir à ce qu'est le Brexit. Le Brexit, c'est le fruit d'un référendum britannique. Ce n'est pas une décision européenne, ça ne vient pas d'ailleurs, c'est les Britanniques eux-mêmes qui, de manière démocratique, le Parlement britannique a décidé d'organiser un référendum, de poser une question. Le peuple s'est exprimé. Certains disent la campagne, ceci, cela. Le peuple s'est exprimé. C'est un référendum. À partir de là, les institutions démocratiques britanniques doivent encore jouer leur jeu. Il y a le Parlement qui doit faire un certain nombre de choses. Le Parlement peut très bien organiser un nouveau référendum. C'est son droit constitutionnel britannique. Il peut aussi, par la voie de Boris Johnson, décider que finalement ils veulent rester dans l'Union européenne. Mais ça doit être un choix démocratique. J'insiste beaucoup là-dessus parce que vous savez, en France, en 2005, en 2007, on a eu cette expérience d'un référendum où certains Français ont eu l'impression qu'ils avaient dit non. En fait, on avait fait oui. Moi, je pense que pour l'Europe, c'était très important d'avoir le traité de Lisbonne. Mais je pense que la manière dont ça a été fait, il faut qu'on en tire les conséquences et les conclusions très honnêtement, ça a créé une forme de suspicion, une forme de doute. Et je pense que nous, la France, parce qu'on a cette expérience-là, c'est pas qu'on est pour le Brexit, c'est pas notre choix, c'est pas notre décision, et ce serait très étrange, vous voyez, qu'une ministre française vous dise ce qu'elle pense du Brexit en soi. Je pense que c'est triste. On a construit une histoire ensemble, évidemment qu'on aurait voulu la continuer. Mais c'est pas à nous, Européens, c'est pas à moi à Paris, à quiconque à Bruxelles, de décider pour les Britanniques. Donc, si un référendum s'organise, eh bien très bien, il s'organise. Si les Britanniques disent on veut rester dans l'Union européenne, ils ont les moyens de le faire. Si nous disons on veut sortir, ils ont les moyens de le faire. Et d'ailleurs, le no deal dont on parlait juste avant, c'est aussi une décision qui peut être prise par le peuple britannique. C'est pas ce qu'ils ont pris comme décision, puisqu'ils ont demandé un peu plus de temps. Mais vous voyez, c'est un choix britannique. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. J'entends parfois que les Européens bloqueraient la sortie. Nous, en France, on est extrêmement clair là-dessus. Un référendum, c'est un choix souverain. Et donc, c'est aux Britanniques de trouver la solution d'un sujet qui est le leur, avant d'être le nôtre. Il est aussi le nôtre, mais c'est d'abord le leur. Enfin, pour finir, une question extrêmement concrète qui revient énormément, c'est les marcheurs et les Français aimeraient savoir s'ils pourront visiter le Royaume-Uni sans visa. Oui, on a jusque fin 2020 la certitude, jusqu'à la période de transition, la certitude que pour les visas de tourisme, pour les séjours courts, si on vient visiter le Royaume-Uni, rien ne change, donc on peut faire comme avant. Là où les Britanniques pourraient, dans le futur, vouloir changer les règles, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pour s'installer au Royaume-Uni. En revanche, et je tiens à insister sur ce point, ils ont aussi donné des garanties très claires pour que les Européens qui vivent et qui travaillent aujourd'hui au Royaume-Uni puissent continuer à le faire. Et ils ont créé des démarches administratives pour qu'au fond, on ait une espèce de permis de séjour de très longue durée, pour que ceux qui ont choisi de faire leur vie au Royaume-Uni puissent continuer à le faire. Pour ceux qui voudraient s'installer dans le futur, à ce stade, je n'ai pas toutes les procédures qu'ils voudront mettre en place pour les nouveaux Européens qui voudraient s'installer. Mais ce qui est sûr, c'est que pour visiter le Royaume-Uni, pour les visas, pour les séjours de courte durée, il n'y a pas à ma connaissance, et je pense que les Britanniques n'ont aucune envie de changer les règles qui existent aujourd'hui. Merci beaucoup Amélie de Montchalin. Merci. D'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde, mais sachez qu'on travaille beaucoup à essayer de clarifier au plus vite la situation. On fait nos meilleurs efforts. Vous voyez, une partie quand même, une grande partie, c'est pas notre sujet, c'est le sujet des Britanniques. Et je voudrais vraiment les encourager à apporter la clarté et pour eux et pour les Européens autour. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce live en replay sur Facebook et sur YouTube dès maintenant. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci à tous.